Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec la Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Aujourd'hui, notre invité est Nicolas Dupont-Aignan, député et président de Debout la France. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour monsieur. Vous êtes donc député de l'Essonne depuis 1997, un département où vous avez longtemps dirigé la mairie de Hyères. Vous avez placé tout votre engagement politique sous la figure tutélaire du général de Gaulle et le drapeau du souverainisme. Énarque de formation, vous avez d'abord rejoint le RPR devenu UMP avant de voler de vos propres ailes en fondant Debout la France en 2008, un parti viscéralement eurosceptique. S'ensuivent deux présidentielles, celle de 2012 où vous obtenez un modeste 1,8% des voix, puis celle de 2017 où vous faites 4,7% au premier tour. Surprise, vous vous ralliez alors à Marine Le Pen qui vous promet Matignon en cas de victoire. À 57 ans, à la tête d'un parti de 20 000 adhérents, vous avez l'ambition aujourd'hui de rassembler toute la droite de LR au Front National. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Laurent de Boissieu pour la Croix. Bonjour. Bonjour Laurent. Par Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Bonjour Et par Romain Mazenot pour RCF. Bonjour Romain Mazenot. Avant de passer en revue l'actualité dense de la semaine, une petite question plus personnelle. Qui êtes-vous, Nicolas Dupont-Aignan? Je dis, vous avez longtemps pris la tête de votre propre parti. Là, aujourd'hui, vous appelez plutôt au rassemblement. Alors, vous êtes plutôt un solitaire ou plutôt un rassembleur? J'en sais rien. Je suis un convaincu. Et je crois que le fossé, le précipice entre les Français et la vie politique explique la crise de la démocratie et a pour origine le manque de conviction affiché de nos élus, ou du moins leur tentation de ne pas être eux-mêmes. Moi, j'ai une conviction gaulliste sociale très profonde. J'ai, à certains moments de ma vie politique, préféré être solitaire plutôt que de me trahir. C'était notamment après le référendum de 2005 sur lesquels la classe politique est revenue, sur le vote des Français. Donc c'est à ce moment-là que j'ai quitté l'UMP. Mais je n'ai pas vocation à être seul. Et je suis content de voir qu'à force de constance, mon mouvement Debout la France rassemble de plus en plus de Français, c'est comme près de 2 millions à la présidentielle, et surtout que les Français commencent à comprendre que l'objectif que j'ai, c'est qu'on sauve notre pays, et donc qu'on rassemble des mouvements différents. C'est ce que j'ai initié avec Jean-Frédéric Poisson du Parti chrétien-démocrate et avec d'autres, les amoureux de la France. Voilà, on va en parler justement avec une première question de Laurent de Boissieu pour la Croix. Vous appelez à une union des droites. Or, les gens qui se revendiquent de droite, ça peut aller très loin vers le centre et très loin vers l'extrême droite. Alors concrètement, au-delà de l'amour de la France, quels sont les critères concrets pour appartenir à votre union des droites? Alors, contrairement à ce que répètent souvent les journalistes, j'ai jamais appelé à l'union des droites. J'ai appelé à l'union des patriotes et des républicains. Qu'est-ce que je dis? L'élection d'Emmanuel Macron a changé la donne. L'élection d'Emmanuel Macron a fait exploser justement le clivage gauche-droite, puisque Emmanuel Macron a rassemblé le centre-gauche et le centre-droit, ceux qui défendent la loi de l'argent, ceux qui défendent l'Europe fédérale et supranationale, et ceux qui défendent une certaine mondialisation que j'estime, moi, inhumaine. À partir de ce moment-là, je dis que si M. Wauquiez continue à croire qu'il va gagner seul, alors qu'il a la moitié de son parti qui est parti chez Macron, que si Mme Le Pen continue à croire qu'elle va gagner seule, si moi je croyais que j'allais gagner seul, si on ne comprenait pas, pour tous ceux qui défendent une certaine idée de la France, qui veulent revoir le fonctionnement de l'Europe, qui ne veulent pas une société où l'argent est roi, qui ne veulent pas de cette mondialisation inhumaine, si on ne comprend pas qu'il faut dépasser nos petites boutiques et s'entendre sur un programme commun, patriotique et républicain, eh bien on n'a rien compris. Vous pensez qu'un programme commun est possible entre Laurent Wauquiez, qui veut moins d'Europe au niveau des 28, mais plus d'Europe au niveau fédéral, et Marine Le Pen, qui hésite encore entre la sortie de l'Union européenne ou de l'euro? Moi, je vois les électeurs. Je les vois, je les connais. Et je suis stupéfait dans les réunions publiques que je fais de voir des républicains, des Debout la France, des chrétiens démocrates, du CNI, du Front National. Et qu'est-ce qu'ils nous disent, ces électeurs? Ceux qui n'ont pas été séduits par Macron. Ils nous disent Macron est en train de détruire la France et vous n'êtes pas capable de vous entendre sur un programme commun minimum? Il y en a un qui a commencé la démarche de l'autre côté, à la gauche radicale. C'est M. Mélenchon. Il a réconcilié des écolos, des communistes qui ne pensaient pas du tout la même chose sur beaucoup de choses. Il a compris qu'il y avait un changement. Eh bien moi je ne laisserai pas
Monsieur Mélenchon et Monsieur Macron en tête-à-tête monopolisaient la vie politique. Et je dis que les millions d'électeurs, dizaines de millions, puisqu'il y a quand même Marine Le Pen a eu au second tour 10 500 000, et on peut ajouter les millions d'abstentionnistes qui n'ont pas été convaincus par sa candidature, et qui ne sont pas pour autant Macron. Eh bien, je dis que ces millions d'électeurs doivent avoir une espérance, et je veux qu'on les emmène à la victoire. Et pour ça, j'estime qu'on doit faire des compromis, qu'on doit chacun avancer l'un pas vers l'autre. Comme François Bayrou, Emmanuel Macron et Gérard Collomb ont fait des pas l'un vers l'autre. C'était pas évident, avant qu'Emmanuel Macron ne gagne, de les voir ensemble, ils étaient séparés. Mais parce qu'ils ont considéré qu'ils avaient en commun des choses plus importantes que ce qui les séparait. Moi, je considère que sur l'aménagement du territoire, le produire français, les valeurs, la politique familiale, l'Europe, la sécurité, l'immigration, on a beaucoup plus de points en commun que de différences. Il suffit d'écouter d'ailleurs Éric Ciotti, Guillaume Larrivé, Guillaume Pelletier et même Laurent Wauquiez. Et de l'autre côté, Jean-Frédéric Poisson, moi-même, Marine Le Pen, Nicolas Bay et autres, pour comprendre que, en fait, c'est la même famille politique à terme qui se réunifiera. Une question de Romain Masneau, RCF. Est-ce que vous ne regrettez pas, quand vous voyez la situation de Marine Le Pen aujourd'hui qui n'est pas au mieux, de l'avoir ralliée pendant la présidentielle? Et deuxième question, est-ce que vous pensez, comme le disent beaucoup, que l'avenir de la droite, c'est plutôt Marion Maréchal? D'abord, je n'ai pas rallié, j'ai fait un accord de gouvernement. Et je suis très fier de ce que j'ai fait. Parce que j'ai fait sauter un verrou mis en place par Mitterrand, qui faisait qu'à la gauche, ils avaient le droit de s'unir, et à droite, ils n'avaient pas le droit. Absurde. D'autre part, Marine Le Pen, ce n'est pas Jean-Marie Le Pen. Et je ne l'aurais pas fait avec Jean-Marie Le Pen. Troisièmement, je l'ai fait sur une base d'un compromis. Moi, je n'ai pas fait comme François Fillon, qui a affronté Emmanuel Macron pendant des mois, et puis qui s'est rallié au bout d'un quart d'heure. Moi, j'ai négocié pendant 5 jours, et j'ai fait un compromis de gouvernement. Personne n'a lu le texte, parce qu'on n'en a pas parlé à l'époque, parce qu'il fallait me diaboliser. Et dernier point, j'ai toujours dit que je restais indépendant. D'ailleurs, la preuve, c'est que mon mouvement est resté indépendant, que j'ai été réélu alors qu'on me promettait la mort politique, que les cotes de popularité n'ont jamais été aussi bonnes, et que contrairement à ce qu'on dit, il y a des millions de Français qui ont apprécié mon courage. Pour autant, est-ce que je suis marié et que ce que je suis au Front National? Non. Je reste totalement libre et indépendant, parce que je pense et je maintiens que ce que j'ai fait n'était qu'un premier pas vers cette union des patriotes et des républicains pour maintenant aussi s'associer avec une partie des LR qui n'attendent que ça, qui ne veulent pas des accords municipaux avec En Marche comme le prépare M. Wauquiez ou certains, qui veulent qu'on se rassemble sur la défense de la nation et un beau programme. Donc je n'ai jamais épousé le programme du Front National, j'ai voulu un programme commun. Et j'ai de la suite dans les idées. Je suis convaincu que nous gagnerons quand le mirage Macron s'effondrera, mais nous ne gagnerons que si nous avons un programme sérieux, avec des gens compétents et dans un esprit de rassemblement. C'est une rude tâche, je confesse. Une question de Louis Dauphren à Radio Notre-Dame. Certains disent que l'union des droites, c'est en fait une initiative, une astuce inventée par les perdants pour essayer de raccrocher avec une carrière politique. Alors, est-ce que c'est votre avis? Et j'imagine que non, mais est-ce que le système ne peut fonctionner que si un poids lourd s'engage, si le Front National ou les Républicains décident de s'approprier l'idée? Parce qu'ils n'y ont pas intérêt nécessairement. Mais les appareils partisans restent dans leur logique de boutique, mais la base, elle veut un changement. Oui, mais la concrétisation, ce sera Mais forcément la une union des concrétisation, elle appareils. viendra par la base. Je fais des réunions publiques dans toute la France, je suis stupéfait. J'étais à Pont-à-Mousson, j'étais à Quimper, des salles pleines, avec des gens de différents partis qui disent le temps est venu. Ils ont vu ce qu'a fait Macron. Macron, il n'a pas demandé l'autorisation au Parti Socialiste ni aux Républicains, pardonnez-moi. Donc votre conception de l'Union, c'est que les électeurs, les militants de LR, de FN viennent chez vous, dans Pas votre chez parti. moi, je ne cherche Eh pas. ben Alors, si. soyons clairs. Non. Moi, je ne cherche pas la fusion. Je cherche l'esprit de coalition. Regardez ce qui s'est passé en Autriche. Regardez ce qui s'est passé en Italie. Nous gagnerons face aux tenants du système qui étouffent la France, qui la détruisent, que si nous bouleversons le jeu politique et nous créons des coalitions. Le Front National restera Front National. Debout la France reste Debout la France. Les amoureux de la France, qu'on a commencé en petit, si je puis dire, avec Jean-Frédéric Poisson, avec le CNI, chacun reste... C'est pas une fusion, on ne nie pas ce qu'on est. On additionne, on travaille sur un programme.
Et nous avançons bien, vous verrez que le programme avance, c'est-à-dire que nous allons faire en sorte que nous puissions offrir aux Français non pas une union pour une union, ça n'aurait pas de sens, mais une coalition autour d'un programme sérieux alternatif. Comment on revitalise les territoires ruraux ? Comment on met en place une politique de la famille ? Comment on fait baisser les impôts pour les classes moyennes et populaires ? Comment on réforme l'Europe ? Ce qui intéresse les Français, c'est pas de savoir l'affaire du Front National, de Debout la France, de tout ça. Les Français n'en ont rien à faire et ils ont bien raison. Ce qui intéresse les Français, et notamment notre électorat orphelin, désespéré, c'est qu'est-ce qu'on va offrir pour succéder à Macron. Parce que les Français vont envoyer balader Macron beaucoup plus vite que vous ne le croyez. Parce qu'ils vont comprendre l'imposture Macron, qui finira comme Matteo Renzi. Mais pour combattre Macron, il faut qu'on apporte des solutions, des choses sérieuses, un programme concret. Et ce programme, il est en route. Oui, et on va y arriver. Le prochain rendez-vous, c'est les européennes, Oui. justement avec les Français. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les européennes ? Je n'en sais rien encore. Vous serez vous-même tête de liste ? Je n'en sais rien encore. Je commence, moi, par les idées, par le projet. Je crois que la vie politique française ne marche pas parce que la plupart des hommes politiques raisonnent en termes de boutique, de carrière, et pas en termes de projet. Donc en ce moment, par exemple lundi, je peux vous faire une révélation, lundi, j'ai le président polonais du troisième groupe européen qu'on appelle l'European Conservative et Réformiste, qui est un groupe eurosceptique raisonnable, qui vient à Paris. C'est lui qui a voulu venir. Il vient pour une réunion de travail qu'on a avec Jean-Frédéric Poisson, avec le CNI, lundi matin. Et c'est quand même un symbole parce que c'est le troisième groupe, 73 députés, 18 nationalités, les Polonais qui sont au pouvoir, les Finlandais qui sont au pouvoir sur une ligne eurosceptique, qui ne veulent pas de cette Europe supranationale de Macron et de Merkel. Eh bien, ils viennent me voir à Paris. C'est eux qui ont voulu venir me voir. Ça veut dire qu'ils ont compris que la démarche que j'initiais était une démarche d'avenir. On va travailler sur notre nouveau traité européen. C'est-à-dire que on travaille, ça va être les rencontres européennes des amoureux de la France. On va travailler sur une Europe alternative, car il ne suffit pas de critiquer l'Europe. Il faut proposer un scénario alternatif crédible. Ce qui n'a pas été le cas en 2017 à l'élection présidentielle au second tour, sinon on aurait gagné. Donc, moi, je tire les leçons de l'échec de 2017. J'ai été d'une loyauté parfaite au deuxième tour. J'ai choisi, alors que les autres, ils n'osaient pas choisir. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas lucide sur les faiblesses qu'on avait. Et donc, il faut corriger ces faiblesses. Il faut progresser. Il y a quelques semaines, Romain Masneau. à votre place, Florian Philippot parlait du Frexit. Vous ne parlez plus de la sortie de la France de l'Union européenne, Non. vous parlez d'un nouveau traité. Pourquoi ce revirement sur le fond ? Parce que, d'abord, ce n'est pas un revirement. Ma campagne présidentielle, j'avais déjà évolué. Si vous reprenez tout ce que j'ai dit pendant la campagne, je voulais une renégociation des traités. Et j'avais dit très clairement que la France devait récupérer ses frontières, ses lois, son budget, et que parallèlement, la France devait initier des projets de coopération très concrets, à la carte, avec un petit nombre de pays. En finir avec l'Union européenne, mais reconstruire une Europe des nations et des projets. Donc ça, c'est un Frexit de fait, si vous voulez en Non, finir avec l'Union européenne. Alors, Mais je si on en pense- finit avec l'Union européenne, mais- on sort de l'Union européenne. Non, parce que la grande différence avec le Frexit, c'est je sors de l'Union européenne. Mais moi, je ne veux pas sortir de l'Union européenne, je veux la réformer de fond en comble, je veux Vous savez très bien que la vous n'aurez jamais transformer. l'unanimité des pays Mais européens si. pour l'Union européenne que Mais vous voulez. si. Vous voulez supprimer Mais la Commission si. européenne, vous voulez Eh supprimer bien, la Banque contrairement à centrale ce que vous européenne. croyez, ce qui est extraordinaire dans l'époque que nous vivons, c'est que le passé, c'est l'Union européenne, l'avenir, c'est l'Europe des nations et des projets. Et que dans tous les pays, il y a la même volonté de renégociation. Donc moi, il ne s'agit pas d'être... Je ne suis pas anglais, je suis continental. Je crois à l'Europe des nations et des projets, l'Europe gaulienne. C'est-à-dire, on travaille ensemble avec nos amis sur des projets communs. Mais en revanche, l'Union européenne, elle a échoué. Donc, entre la sortie sèche, si je puis dire, où la France deviendrait l'Islande, au milieu de l'Atlantique, et la soumission à l'Union européenne, il y a une voie, qui est la voie que j'espère nous pourrons proposer dans les mois à venir, qui est une voie raisonnable, où on va reconstruire une belle Et Europe, si ça échoue, celle que si dont ça rêvent échoue, les Français. vous sortez. Si ça échoue, vous sortez. Si Mais la on renégociation réussira échoue, vous sortez. parce que tous Mais les vous ne savez peuples... pas. Mais si, je le sais. Vous n'avez pas de plan B. Mais va- si, Si vous le plan échouez, B, mais vous faites rien. Vous restez le dans plan l'Union B, européenne. non, sûrement pas. Le plan B, il va réussir parce que les peuples n'en peuvent plus. Et ce qui se passe en Italie est passionnant. Et c'est une chance historique.
Mais on va y revenir, si vous le voulez bien, Nicolas Dupont-Aignan, dans un court instant, Voilà. parce que là, nous marquons une première pause et nous nous retrouvons sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens avec notre invité Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France. Il est interrogé dans cette édition par Laurent de Boissieu pour La Croix, par Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et par Romain Mazenot pour RCF. Tout de suite, une première question de Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Avant de revenir à la situation italienne, sur l'union des droites, si on suit un peu votre raisonnement, vous pourriez représenter en fait la personne qui pourrait diriger cette coalition, en quelque sorte le centre de gravité qui pourrait unir aussi bien des personnes venant des Républicains que du Front National, représenter le... c'est ça que vous visez peut-être? On n'en est pas là. Être le Macron de la droite. Je suis le seul qui parle aux deux, ça c'est sûr. Je viens de l'UMP et j'ai soutenu au second tour Marine Le Pen. Donc j'ai la capacité de parler aux deux. Et je les supplie, les deux, de comprendre que le pays doit passer avant les partis. Et je les supplie de comprendre qu'on doit s'entendre sur un programme commun. Maintenant, la question des personnes, personne ne sait, en 2021, franchement, qui sera en position de force. Personne. Est-ce que vous saviez en 2013 qu'il y avait un dénommé Macron qui existait? Vous ne le connaissiez pas. Donc, je dis vraiment à mes camarades, compagnons, amis des différents partis, occupez-vous d'abord des idées, écoutez les Français. Prenez le pouls du pays, apportons les solutions qu'il faut, mettons-nous d'accord sur un beau programme de gouvernement, et puis après, que le meilleur gagne, ça sera une autre affaire, et il faudra s'en décider au dernier moment. Sinon, moi je vous le dis ce qui va se passer. Ça sera moi d'abord, ce qui explique peut-être que M. Wauquiez ne veut surtout pas me parler, ce qui explique peut-être que M. Philippot est parti de chez Mme Le Pen. Moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que ce que je ne veux plus, c'est avoir la droite la plus bête du monde. Ce que je ne veux plus, c'est qu'on soit majoritaire dans le pays et que une escroquerie comme le macronisme puisse s'emparer du pouvoir. Ce que je ne veux plus, c'est que les Français souffrent. Voilà. Donc, la question des personnes, on verra plus tard. Et ça a été le mérite de Jean-Frédéric Poisson, et je lui rends hommage, au mois de septembre, de venir me voir en disant « Nicolas, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble parce qu'on ne peut pas accepter de voir nos anciens partis comme ça, mourir, parce que les Républicains ne savent plus où ils habitent. » Et je dis, c'est dommage quand même, alors qu'il y a tant de militants républicains qui pensent comme nous, qui nous le disent, de voir leur parti, un coup chez Macron, un coup ailleurs, des discours qui ne correspondent pas aux actes. Enfin, il faut qu'ils clarifient. Une question de Laurent Boissieu. Moi, je suis accoucheur de coalition. Une petite question très courte, si j'entends bien. Vous êtes prêt à soutenir aux élections européennes de 2019, l'année prochaine, une liste dont vous ne seriez pas le tête de liste, et dont le tête de liste pourrait être bien aussi quelqu'un du FN que Jean-Frédéric Poisson? Je n'en sais rien du tout. Nous n'en sommes pas à la question des têtes de liste. Nous en sommes à un projet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de bâtir un projet européen alternatif, car nous butons là-dessus depuis des années. Et je crois que les souverainistes, entre guillemets, ou les gaullistes, ou trouvez le terme que vous voulez, ou les patriotes, doivent faire leur examen de conscience. On a gagné le référendum de 2005 sur une opposition à l'Europe supranationale de Bruxelles. Mais on n'a pas réussi à convaincre les Français de notre projet. C'est un fait. Pourquoi? Parce que notre projet a fait peur aux Français. Il a été caricaturé et nous ne l'avons peut-être pas assez bien expliqué. Et donc, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, dans les semaines qui viennent, c'est de bâtir un projet alternatif qui puisse réconcilier les Français avec l'Europe. Vous avez déjà rédigé je ne sais combien de projets d'Union européenne alternative. Je progresse. Et le temps est en notre faveur, puisque les Français ont compris qu'on n'avait pas tort quand on disait le plombier polonais. Il y a 500 000 travailleurs détachés qui ne payent pas les charges sociales, ce qui fait que nos artisans font faillite. Quand je disais que la PMA allait être imposée, la GPA par Bruxelles, on nous riait au nez, c'est la réalité. Quand je disais que si on ouvrait toutes nos frontières, on allait au chaos migratoire, au ghetto, aux haines, c'est ce qui est arrivé. Donc je pense que les Français mûrissent, mais simplement les Français ont compris qu'on avait eu raison sur l'Europe. Simplement, ils voudraient savoir où on les emmène. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir des propositions très concrètes, novatrices, pour l'Europe du XXIe siècle. Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de l'Afrique? Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis des GAFA, ces entreprises multinationales américaines? Qu'est-ce qu'on fait pour avoir des projets scientifiques positifs? Quelle Europe positive on fait?
car les Français ne vont pas détruire l'Union européenne s'ils ne savent pas dans quelle barque ils vont monter. Et ça, c'est l'enjeu de la rencontre avec les Polonais, c'est l'enjeu de la rencontre avec Orban, c'est l'enjeu de la rencontre avec les Italiens. Il se passe des choses en Europe. Alors, une À question nous de de Romain penser Masneau, oui. l'avenir. Alors Romain justement, Masneau, il se passe le fait qu'il y a un nouveau gouvernement en Italie bientôt. Vous vous êtes réjoui de la victoire des populistes en Italie. Est-ce que... Excusez-moi, Oui. les populistes. Ça veut dire que quand quelqu'un gagne une élection et qui ne plaît pas au système, Mais la Ligue, on les traite de on connaît bien populistes. ses positions très limite xénophobes. ça c'est positif. Ça n'a rien Oui, de mais dans le péjoratif. sens de monsieur, c'était pas positif. Donc il n'y a pas de propos xénophobes excessifs de la part de la Ligue, ils par ont exemple. raison. Attendez, est-ce qu'on peut continuer à avoir des millions de migrants qui déstabilisent la société sans résoudre le problème au cœur, qui est en Afrique du développement? Et vous ne pensez pas qu'il pourrait y avoir est-ce une qu'ils peuvent crise continuer comme ça financière qui viendrait par l'Italie, justement? Mais je m'en réjouis. Vous vous réjouissez de la Je crise? m'en réjouis, parce que le nouveau Premier ministre italien n'est pas du tout un fou, c'est un professeur de droit très sérieux. Le mouvement de M. Salvini et de Beppe Grillo tire une sonnette d'alarme depuis des années. L'Union européenne n'a pas entendu le vote des Français et des Hollandais en 2005, il y a 13 ans maintenant. L'Union européenne n'a pas entendu la crise financière grecque et a tué ce peuple. L'Union européenne n'a pas voulu entendre le vote du Brexit. Et maintenant, l'Union européenne maîtrise une puissance fondatrice, l'Italie. L'Union européenne n'a pas voulu saluer la victoire éclatante d'Orban en Hongrie. Est-ce qu'il ne serait pas temps d'écouter les signaux? Donc là, tout va se résoudre en Italie. Non, ça ne va pas être facile. Est-ce qu'il ne serait pas temps d'écouter les signaux, les avertissements des peuples? Est-ce qu'il ne serait pas temps de corriger le tir? C'est-à-dire, je prends des exemples très concrets, de contrôler nos frontières nationales et d'avoir une politique de développement en Afrique pour permettre aux gens, vous savez, ils ne traversent pas la Méditerranée au risque de leur vie par plaisir. Donc ça veut dire qu'il faut une autre politique en Afrique. Est-ce qu'il ne serait pas temps d'avoir un nivellement, pas par le bas, des conditions sociales, c'est-à-dire de faire en sorte que quand un travailleur polonais vient en France, je ne suis pas hostile, il paye les charges sociales françaises, et qu'on n'esclavagise pas ces peuples. Est-ce qu'il ne serait pas temps qu'on arrête la bureaucratie bruxelloise qui tue nos artisans par leurs normes? Est-ce qu'il ne serait pas temps qu'on arrête de verser 9 milliards d'euros alors qu'on augmente la CSG en France? Vous voyez, il faut arrêter avec le discours caricatural. Nous, et les Italiens ne veulent pas sortir de l'Europe. Les Italiens, ils veulent réformer l'Union européenne. Sur la crise migratoire, il faut des frontières nationales ou des frontières européennes? Les deux. Il faut rétablir les frontières nationales, parce qu'il faut une double coque. C'est comme un navire, vous savez, les gros pétroliers, pour éviter de couler, ils ont une double coque. Il faut une frontière nationale, pour éviter le ghetto et le chaos et les haines, parce qu'on ne rend pas service. Quand je vois ce qui se passe à Paris, quand vous voyez ce qui se passe à la Villette, est-ce que c'est sérieux? Enfin, tout ça est grotesque. C'est pas de l'humanisme. Et puis, il faut une coque européenne, c'est-à-dire des coopérations européennes, pour lutter contre les passeurs. Et puis, enfin, il faut un troisième axe fondamental. L'Afrique va avoir 1,3 milliard d'habitants de plus en 30 ans. J'étais le seul candidat à la présidentielle, reconnaissez-le, à marteler l'affaire du plan de développement de l'Afrique, le Sahel. Comment on ralentit la démographie au Sahel? Comment on met en place la ceinture verte? Et comment on l'a Mais ralenti? aucun journaliste ne m'a posé une question. Personne n'est Excusez-moi, arrivé. il n'y a pas Louis une émission. Non, mais je suis en colère un peu parfois. Il n'y a pas une émission de la présidentielle où on m'a posé une question sur l'affaire africaine, alors qu'on savait très bien et que j'ai envoyé des centaines de communiqués de presse sur l'urgence d'une autre politique africaine. Les milliards de la Banque centrale européenne, du quantitative easing, vous savez, ce financement, on était à 80 milliards par mois de soutien aux banques. On est descendu à 60. On n'a pas été capable en Europe depuis des années avec la Banque centrale européenne de donner 10% de cet argent pour stabiliser l'Afrique. Mais est-ce que ça marche, ça? Mais est-ce que ça marche qu'on ne fait pas? Madame Merkel qui veut rien faire. Quand M. Sarkozy, à juste raison, a fait l'Union pour la Méditerranée, Madame Merkel a mis le veto. Est-ce qu'on va continuer à vivre dans une Europe sous discipline allemande absurde? Non, mais pour l'Afrique, on observe... Mais si, mais vous ne comprenez pas ce que je veux faire. Pour l'Afrique, on observe que les personnes qui viennent, beaucoup de personnes qui viennent, sont des personnes qui, justement, ont atteint un certain niveau, soit de diplôme, soit Oui, mais on de rend développement, pas et qui service. viennent en Europe Eh ben, précisément. c'est ça Donc le le drame. développement va accélérer la migration. Eh bien, Louis c'est Dauphren. bien le drame.
c'est qu'il faut absolument que les médecins africains restent en Afrique. Il faut absolument que les ingénieurs africains restent en Afrique. Et pour ça, il faut qu'on développe un vrai partenariat entre l'Europe et l'Afrique. Et plutôt que d'alimenter la spéculation financière, plutôt que de prêter des dizaines de milliards d'euros à des banques pourries, on ferait mieux de créer un grand plan Marshall pour fixer les populations en Afrique. Mais pour ça, il faut qu'on envoie un signal clair. Pas un migrant ne pourra arriver sur le sol européen comme le fait l'Australie, comme le fait le Canada. Vous croyez que l'Australie se gêne? Vous croyez que le Canada se gêne? Est-ce que ce sont des pays fascistes et populistes? Est-ce que l'Australie est un pays populiste, au sens mauvais que dit la presse française? Est-ce que le Canada est un pays fasciste? Le Canada a des quotas. Le Canada est une petite mer par rapport aux océans qui permettent à l'Australie de se protéger. Il faut que les Français sachent quand même qu'aujourd'hui, ce sont les bateaux de Frontex qui vont chercher dans les eaux territoriales libyennes les migrants et qui les emmènent en Italie. Eh bien, je me réjouis qu'avec un nouveau gouvernement italien, on arrête cette folie. Et si vous continuez à créer un appel d'air migratoire en Europe, vous ne réglez pas le problème de l'Afrique et vous créez des drames en Europe. C'est absurde. Et on peut être humaniste, et je revendique d'être humaniste, et vouloir une gestion intelligente des migrations. Pour autant, soyons clairs, je maintiens le droit d'asile. Mais le droit d'asile, il doit être fait aux frontières de la France, il doit être géré intelligemment, parce que sinon, vous aurez une explosion. Et là, vous n'aurez pas des populistes, comme vous dites, vous aurez des drames. Et je crois que la responsabilité d'un homme d'État, et c'est là où Mme Merkel n'a pas été un homme d'État, une femme d'État, c'est d'éviter le chaos qui nous menace en Afrique et en Europe. Très concrètement, dans l'urgence, j'entends bien sur le long terme le plan de développement de l'Afrique, et rien à... Oui, sauf que personne n'en parle jamais. Dans l'urgence, aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que vous faites pour ces personnes en France qui s'entassent dans des conditions inhumaines, sanitaires notamment? Qu'est-ce que vous faites concrètement pour elles? Je les rapatrie dans leur pays d'origine, point. Je mets en place le droit d'asile que je réserve aux droits d'asile, c'est-à-dire aux persécutés. Or, aujourd'hui, vous savez que la première catégorie du droit d'asile en France, ce sont les Albanais, qui ne sont pas persécutés. 10 000. Donc, je rétablis le droit d'asile dans la philosophie du droit d'asile humaniste, qui est que quelqu'un de persécuté, de torturé dans son pays, bien évidemment, doit avoir son cas examiné et doit être sauvé. Mais j'arrête avec la fausse générosité qui aboutit au chaos. Point. Ces personnes doivent être reconduites dans leur pays d'origine. Un message clair, comme l'Australie ou le Canada, doit être envoyé à ces pays. Et parallèlement, je mets en place un grand plan de transfert de crédit pour développer l'économie africaine et pour donner un espoir à la jeunesse du Maghreb. Car si vous croyez qu'on va régler le problème de l'immigration sans régler le problème de la Tunisie, du Maroc et de l'Algérie, on est au bord de la catastrophe. J'insiste là-dessus. Et vous ne croyez pas que les sommets européens, plutôt que s'occuper de la taille des carottes et de l'aide aux banques, devraient être là-dessus? Franchement. Voilà pourquoi je n'accepte pas la caricature qu'on fait toujours de nous. Voilà pourquoi je vous dis que ce qui se passe en Italie pourrait être important si la France jouait avec l'Italie, peut-être en n'étant pas d'accord sur tout, mais en raisonnant les choses. Voilà pourquoi je pense que l'affaire européenne est la question clé de l'avenir du pays et que M. Macron ne réussit pas parce qu'il n'a pas pris à bras-le-corps la question européenne. Vous n'avez pas répondu tout à l'heure à Marion Maréchal, sur la question de Marion Maréchal, posée par Romain. Je ne me souviens plus de la question. La question, c'était est-ce que vous pensez que l'avenir de la droite, ce n'est pas plutôt Marion Maréchal? Mais je ne me situe pas à la droite de la droite, donc vous poserez la question aux gens de la droite. Je crois que Marion Maréchal est une femme de talent qui a dit qu'elle arrêtait la politique, elle se consacrait à son école, et le jour où elle se consacrera à la politique, je parlerai avec elle, comme je parle avec tous, parce que je suis convaincu, encore une fois, que les Français attendent de nous pas des personnalités flamboyantes, mais des solutions. Et si des personnalités peuvent apporter des solutions, ça sera bienvenu. Point. Qu'est-ce que les gens disent de plus? Une question de Laurent de Boissieu. De Emmanuel Macron, est-ce qu'il y a certains aspects que vous jugez positifs dans son action? De moins en moins. Donc il y en avait. Au début, j'ai cru qu'il restaurait, par rapport à François Hollande, une certaine dignité de la fonction. Et puis je me suis aperçu que, et je crois que les Français commencent à en apercevoir, que c'était une pièce de théâtre.
D'ailleurs, il voulait être acteur. C'est un très bon acteur. Mais on ne demande pas un acteur à l'Élysée. On demande un homme d'État qui agit. Et on s'aperçoit que tout ça est très médiocre, en fait. Et malheureusement, je vous le dis, je pense que la déception va être immense. Et sur la scène internationale, le fait de vouloir c'est parler à la un fois avec fiasco Donald intégral. Trump, avec Vladimir Poutine... C'est un fiasco intégral. Ouais. Parce que la question, c'est pas de parler. La question, c'est d'être ferme. Or, le voyage aux États-Unis a été un fiasco. Il s'est fait humilier par Donald Trump. Et ça prouve bien que quand on ne dit pas les choses franchement, on n'est pas respecté. Il a voulu jouer le plus malin. Eh ben, le plus malin, ça a été Trump dans l'affaire. Et il avait l'occasion de donner une limite très ferme à Donald Trump et de le dire franchement, dans un lien de respect aux États-Unis. Mais comme il ne l'a pas fait, Donald Trump a poussé l'avantage. Et là, l'Europe est dans une situation catastrophique. Parce que, pour moi, être européen, ce serait, par exemple, dire à Donald Trump, nous allons défendre nos entreprises qui n'ont pas à être exclues de l'Iran. Et on voit bien que l'Europe est partie dans tous les sens. Être européen, c'est pour moi, à un moment, avoir une coordination entre quelques pays. Mais en fait, ils en sont incapables parce qu'ils raisonnent à courte vue. Et on a vu Enfin, c'est tragique ce qui se passe. Face à Donald Trump, c'est tragique la situation de l'Europe. Louis Dauphren. En quoi les États ont-ils la main sur des entreprises multinationales qui sont en fait mondialisées? Mais il suffit de prendre une mesure qui a été prise en 96 et que Macron ne veut pas prendre, qui prouve sa servilité. Et vous pouvez employer le terme, je l'assume, sa servilité à l'égard des États-Unis, et pire encore à l'égard des intérêts financiers américains. C'est que la mesure de 96 qui faisait que les nations d'Europe soutenaient les entreprises et que donc, à partir de ce moment-là, on rentrait dans un système de sanctions, non pas contre une entreprise, mais contre la nation. Ce qu'avait osé faire l'Europe en 96. Et deuxième point, on pourrait très bien dire à nos amis américains, eh écoutez, on sort de l'OTAN. Attendez, on est partenaire ou on est ennemi? Vous nous menacez. Vous nous menacez. Vous nuisez à nos entreprises. Et vous nous demandez d'être solidaires dans l'OTAN. Mais attendez, il va falloir choisir. Mais si on avait un homme d'État, si vous aviez Helmut Schmidt et Valéry Giscard d'Estaing en France et en Allemagne, eh bien, vous n'aurez pas eu la réaction de Mme Merkel et de M. Macron. Pardonnez-moi. Très bien. Une dernière question dans cette deuxième partie de Romain Masneau, et avant de marquer une pause. Et c'est pas pour que je suis d'accord avec Giscard et Helmut Schmidt surtout. Mais vous voyez, ça dépasse la question, excusez-moi d'insister, ça dépasse la question même du programme politique. C'est d'être à la hauteur de l'histoire. Ils ne sont pas à la hauteur de l'histoire. Ils sont les petits télégraphistes des Américains. Voilà la réalité. Et on le voit tous les jours. Le climat social est tendu entre la grève à la SNCF, le mécontentement dans la fonction publique. Il y a une manifestation prévue samedi à Marée populaire organisée par des partis de gauche et des syndicats. Comment vous observez, vous, ce mouvement de contestation? Je le comprends parce que avoir un président qui prend aux classes populaires et moyennes pour donner à une minorité d'ultra-riches, c'est insupportable. Oui, moi j'avais proposé l'impôt sur la fortune, de le supprimer si l'argent était investi sur le territoire national. Donc c'était une mesure d'aide et comment dire, d'incitation à ce que l'argent des plus riches vienne en France. Ça, je peux l'accepter parce qu'il y a besoin aussi de baisser certaines pressions fiscales. Mais là, ce n'est pas du tout ce qu'a fait Macron. Macron a exonéré d'impôt sur la fortune les 3000 familles les plus riches de France, sans aucune contrepartie. Emmanuel Macron et son gouvernement ont taxé les retraités de 5 milliards d'euros. C'est-à-dire la différence entre la hausse de la CSG et la baisse des charges sociales, c'est 5 milliards. Et dernier point, Emmanuel Macron a augmenté les taxes qui sont injustes. Parce que si vous êtes smicard, la taxe sur l'essence, sur le gazoil, sur l'électricité, sur le gaz, sur le forfait hospitalier, elle vaut beaucoup plus que si vous êtes riche. 5 milliards d'euros. Non mais attendez, Emmanuel Macron a pris 10 milliards d'euros dans la poche des Français pour les donner 5 milliards aux plus riches de France, 1,5 milliard à Bruxelles et 1,5 milliard aux migrants. Eh bien, vous comprenez la colère populaire. Maintenant, la colère populaire, c'est bien de manifester, mais ce qui serait bien, c'est d'avoir des propositions. Et c'est pourquoi moi je pense que nous devons
plutôt que manifester, offrir des propositions concrètes, notamment sur la relocalisation de l'emploi, sur la baisse des charges pour les PME, sur le contrôle de nos frontières, sur une action pour la sécurité, etc., etc. Très bien. Nous marquons une nouvelle pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Restez avec nous. Nous nous retrouvons dans un court instant avec notre invité Nicolas Dupont-Aignan. Retour sur le plateau de KTO pour cette dernière partie de Face aux chrétiens avec notre invité Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France. Il est interrogé dans cette édition par Laurent de Boissieu de La Croix, par Louis Dauphren de Radio Notre-Dame et par Romain Masneau de RCF. Et tout de suite, une première question de Romain Masneau. Alors, concernant les banlieues, Emmanuel Macron a fait connaître ses priorités en insistant beaucoup sur la sécurité, la lutte contre le trafic de drogue. Alors même s'il n'est pas entré dans les détails, est-ce que vous lui faites crédit tout de même d'une bonne volonté ? Mais écoutez... J'ai écouté ce discours, j'étais effaré. C'est-à-dire faire 1h40 de discours, à s'écouter parler, sans rien proposer de concret. Mais c'est ne pas comprendre la situation du pays. Et je voudrais faire 2 remarques. La première, c'est qu'il n'y a pas que les banlieues. Les territoires ruraux sont abandonnés. Les villes moyennes sont abandonnées. Et Emmanuel Macron devrait prendre garde à ne pas mettre tous les crédits vers les métropoles. On entasse les Français dans les métropoles, loyer cher, difficultés de transport, et on a des villes qui sont en train de mourir. Donc déjà, Emmanuel Macron a oublié les territoires ruraux. Alors je me suis dit, tiens, il va peut-être proposer quelque chose pour les banlieues. Je suis élu de banlieue. 5 villes, 47 nationalités dans ma circonscription. Et puis là, rien. Des stages pour les élèves de 3e. Sur la sécurité, rien. 1600 policiers. Mais c'est une plaisanterie. Quand on sait qu'il en manque 10 000, 20 000, quand on sait, et je le vis au quotidien, hein, dans ma ville et dans ma circonscription, quand on sait que le trafic de drogue est généralisé, quand on sait que la chaîne pénale ne fonctionne pas, quand on sait que les policiers sont totalement découragés, qu'ils font tout ce qu'ils peuvent, mais qu'il n'y a absolument pas le début du commencement d'une action pour punir les trafiquants, pour mettre en prison les délinquants. Donc j'ai eu l'impression, franchement, d'un président complètement hors sol. Et ça m'inquiète, franchement. Au-delà de la sécurité, la relance de l'ANRU, c'est trop imprécis pour l'instant. Mais on est dans du verbe. Le président a réduit les aides au logement, l'APL. Vous savez, moi je ne suis pas pour l'assistanat. J'avais proposé que ceux qui touchent le RSA travaillent 1 journée par semaine au service de la collectivité. Je suis hostile à l'assistanat. Et ce que je trouve totalement paradoxal, c'est que le gouvernement a supprimé les 150 000 emplois d'insertion, les emplois aidés, c'est des emplois d'insertion, c'est-à-dire que les gens abandonnent le RSA pour travailler. Certes, ce sont des emplois collectifs, mais au moins, ils sortent de l'inactivité, ils travaillent, ils ont un mi-temps avec un salaire pendant 3 ans, et souvent, ils trouvent quelque chose à la fin. Il en a supprimé 150 000 sur 500 000 à peu près, et il veut continuer. Donc, ce qui est incompréhensible dans la politique du gouvernement, c'est qu'il supprime les aides à ceux qui veulent s'en sortir et qui maintient un assistanat qui est inutile. Enfin, qui est inutile. Je ne veux pas le supprimer, mais je veux qu'on favorise la reprise du travail. Et il y a quantité d'emplois qui pourraient être faits sociétaux. Donc, je ne comprends pas sa politique, et si vous trouvez quelqu'un qui la comprend, vous revenez me voir. Est-ce que tout de même, il n'a pas raison de cette façon de dire que la succession de plans banlieue, avec la partie gadget que ça recouvre, n'est pas dépassée. Oui, et quand il dit, nous, on fait les CP dédoublés, nous, on injecte de l'argent. C'est une bonne mesure, les CP dédoublés, à condition que ça ne supprime pas des classes en zone rurale. Mais ça, c'était une bonne mesure. Vous me demandiez tout à l'heure s'il y avait des choses bien. Oui, à l'action du ministre de l'Éducation, qui a enfin changé avec le pédagogisme délétère, en disant il faut apprendre aux élèves, déjà, c'est un progrès. Mais, encore une fois, le problème de la banlieue, je connais quand même bien, j'ai été maire 22 ans. C'est un problème d'autorité de l'État. Donc, construire les places de prison, faire en sorte que les délinquants qui commettent des actes graves soient en prison et différencier l'ivraie du bon grain. Deuxième point, c'est un problème d'éducation, faire confiance à une jeunesse des banlieues qui est exceptionnelle, parce qu'il y en a des très bien, et une grande majorité. Et troisième point, relancer l'économie française, car c'est par le boulot qu'on s'en sortira, et donc il faut créer 1 million d'emplois. Il faut que les jeunes de banlieue qui ont du talent, comme les jeunes des milieux ruraux, trouvent du boulot. Tout le reste, c'est de la littérature. On a déjà rénové les logements, ça fallait le faire. Jean-Louis Borloo a eu raison, mais c'est fait.
Mais ce n'est pas parce qu'il y a des plans qui ont échoué qu'on ne doit plus en faire du tout. On doit faire un plan de rattrapage pour les villes moyennes et les territoires ruraux et pour nos banlieues difficiles, mais axé sur sécurité, école, emploi. Et arrêter les dispositifs particuliers. Mais pour autant, il faut agir. Une question de Laurent Boissieu. Il y a régulièrement des polémiques dans le débat public sur la question du voile. Alors j'ai une question très précise à vous poser. Pour vous, le voile qui cache les cheveux des femmes parce que femmes, est-ce que c'est un signe strictement religieux ou est-ce que c'est un signe politique, d'islam politique? C'est un signe de régression religieuse, féministe. La conquête de l'égalité entre les femmes et les hommes a mis des siècles. Moi je dis toujours, j'ai 2 filles, je leur dis avec ma femme, nous leur disons, vous avez une chance inouïe. Vous êtes peut-être la première génération, ou la deuxième, libre. Faites attention. Ils veulent vous remettre sous leur domination, les hommes, certains archaïsmes. Et moi, je dis aux jeunes filles et aux amis de mes filles, battez-vous, n'acceptez jamais de porter un voile. C'est le signe de la soumission. Et l'UNEF a fait une faute en acceptant qu'une de ses représentantes soit... L'UNEF l'a fait exprès. C'est ce que j'appelle l'islamisme gauchiste. J'en suis convaincu. Et moi, je dis aux jeunes femmes et aux femmes de France, libérez-vous, secouez-vous, ne vous laissez pas faire. C'est un combat civilisationnel. Et je ne me place même pas sur le terrain de la religion, puisque si vous reprenez les textes musulmans, de certains textes musulmans, il n'est absolument pas obligatoire d'avoir le voile. C'est un archaïsme. Et la République doit être intransigeante. Voilà pourquoi j'avais proposé que dans les services publics, à l'université et dans les entreprises, on puisse interdire le voile. C'est un signe de soumission de la femme. Voilà. D'ailleurs, je remarque le monde universitaire n'en veut pas. Le premier concerné. Et j'en ai rien à faire. Les Français voteront. Le monde universitaire, il obéira aux lois de la République. Il faudra un référendum peut-être, mais je pense qu'à l'université, dans le service public, dans l'entreprise, on enlève le signe de sa soumission et le signe de sa religion. Ça ne viserait que le voile ou tout signe religieux ostensible? Les signes ostensibles religieux. Mais pour l'instant, il n'y a que le voile qui est considéré. Je n'ai pas vu encore de personnes de grandes croix, d'immenses croix sur la tête, ni d'étoiles de David sur la tête dans le passé. Mais si la femme est fière de porter le voile et le voit comme un signe, au contraire, non pas de soumission, mais un signe, au contraire, de visibilité... Mais vous savez, si une femme se promène avec une chaîne autour du cou dans la rue, la police, étant laisse d'un homme, la police l'arrêtera. Bon. Eh bien, moi, je considère que la civilisation française, c'est l'égalité des sexes. Voilà, point. Et je dis aux femmes et aux Français, si vous voulez avoir une femme soumise ou avec un voile, eh bien, vous vivez en Arabie Saoudite. Mais l'égalité des sexes, c'est pas forcément l'égalité des vêtements. Écoutez, on sait ce que ça produit. Vous allez en Arabie Saoudite, personne n'interdit d'aller en Arabie Saoudite porter un voile. Vous savez, les Français sont libres. S'ils veulent vivre sous une religion intégriste, eh ben, ils vont dans un autre pays. Personne n'est obligé de vivre en France. Personne. Une question de Romain Masneau, RCF. Vous êtes favorable à ce qu'on oblige les imams à prêcher en français dans les mosquées? On en parle beaucoup, mais on a l'impression que c'est quand même beaucoup plus difficile à mettre en œuvre que ça. Est-ce que c'est uniquement un manque de volonté politique? Écoutez, j'ai toujours été favorable. J'ai proposé pendant la présidentielle, et je suis revenu dessus, là j'ai fait une conférence de presse, j'ai proposé mon contrat en 6 points, que devrait signer tout imam de France avant de pouvoir exercer. Ce contrat en 6 points est très simple. Il n'y a pas d'organisation de la religion musulmane en France. Il n'y a pas la hiérarchie de la religion catholique et il n'y a pas le consistoire du judaïsme. Donc j'ai proposé pendant la présidentielle un contrat en 6 points. Tout imam devra signer une charte, comme Napoléon l'avait fait avec les rabbins. Et comme même les révolutionnaires l'avaient fait en 1790, vous vous en souvenez peut-être, dans les livres, vous n'étiez pas né, pour la constitution civile du clergé. Vous savez qu'à la Révolution, 1790... C'est pas forcément une référence très, très réjouissante, la constitution civile du clergé. En tout cas... On sait ce que ça a aussi entraîné comme... Non. Après, il y a eu comme des guerre en dérapages, France. C'est autre chose. C'était l'idée. Certains l'avaient signé, des prêtres et des évêques avaient signé. C'était l'idée qu'on signait le respect de du roi, d'ailleurs. Il y avait un roi. Donc, c'est l'idée que nous sommes un pays laïque, la liberté de religion, la liberté de conscience, la liberté de pratiquer sa foi s'arrête aux règles de la Constitution française. La séparation de l'Église et de l'État. La religion catholique
a surmonté cela. Et finalement, en est très bien. Le judaïsme a surmonté cela avec Napoléon. Questionnaire très précis, j'ai retrouvé ce questionnaire de Napoléon. Eh bien, il faut que la République le fasse avec le culte musulman. Les imams signeront cette charte, l'égalité de l'homme et de la femme, liberté de quitter sa religion, pas d'obligation du voile, etc., etc., pas de financement étranger, prêche en français. Et vous n'aurez plus de problème. Il n'y aura pas ce soupçon qui est très pénible pour les Français musulmans qui pratiquent leur foi de manière très sereine. On ne peut pas continuer à laisser dans notre pays des salafistes, des frères musulmans, salir la religion musulmane et d'ailleurs frères musulmans qui sont interdits aux Émirats arabes unis. Quand même un paradoxe. Il faut à un moment clarifier les choses. Et ce qui a été fait au moment vis-à-vis de la religion catholique, ce qui a été fait avec le judaïsme doit être fait avec le culte musulman. Et vous verrez qu'à ce moment-là, on apaisera les tensions. Mais pour ça, il faut avoir du courage. Mais excusez-moi, pourquoi ils n'ont pas de courage? Parce qu'ils ont été chercher tellement d'argent au Qatar, en Arabie Saoudite, qu'ils n'ont pas eu le courage, à un moment, de dire stop à l'extension de certaines mosquées financées par l'Arabie Saoudite et le Qatar. Une dernière question dans cette édition de Laurent de Boissieu, La Croix. Un processus de révision des lois de bioéthique s'est ouvert. Est-ce que pour vous, les questions sont jouées d'avance, notamment sur la question de l'ouverture au-delà des cas de stérilité, d'infertilité, la PMA, ou est-ce qu'il y a encore un vrai débat politique, et la place pour un vrai débat politique sur cette question-là? Je crains que ce soit joué d'avance parce que c'est très curieux. Dans ces débats passionnants sur la bioéthique, vous avez vu dans toute la France les gens se mobiliser pour une certaine défense de la vie, pour éviter qu'on passe à la marchandisation du corps. J'insiste sur la GPA. Enfin, l'idée qu'on fabrique des bébés, qu'on les achète sur catalogue, qui sont fabriqués en Inde, et que ça passe pour un progrès. Là, je parlais des femmes tout à l'heure, mais c'est l'aliénation du corps de la femme. Mais on n'entend pas les féministes, à part Elisabeth Badinter. La GPA, il y a un quasi-consensus. Non, il n'y a pas de consensus. Mais... En France, en ce moment, non, excusez-moi. En France, en ce moment, vous pouvez acheter des bébés sur catalogue et ils sont régularisés après. Donc, c'est pas vrai. Et ils avancent masqués. Donc, attention. Donc, moi, j'aimerais que sur ces questions, l'émotion qu'il y a eu dans le pays, le vrai débat qu'il y a eu dans le pays ne soit pas balayé en disant on est des ringards, ce sont des ringards qui s'y opposent. Non. Attention à la loi de l'argent, où on veut acheter la vie, on veut acheter les bébés, on veut acheter le corps humain. D'ailleurs, la France s'honore de sa position, et je suis très inquiet de ce qui se passe dans certains pays européens, en Espagne, aux États-Unis, en Russie, ailleurs, où vous apercevez qu'on a franchi une limite éthique absolument incroyable. En Belgique, sur l'euthanasie également. En Belgique. Alors, sur l'euthanasie, c'est différent que sur l'achat du corps humain. Il y a un grand débat. Et là aussi, il faut prendre garde à ce qu'il n'y ait pas un droit de tuer. Mais en même temps, il y a une soif des Français de mieux gérer sa mort, qu'il faut entendre aussi. Donc le chemin est étroit. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, c'est le fait que l'argent achèterait tout. Et ça, je pense que, en tout cas, le devoir moral des Français, c'est de lutter, non pas pour recréer un conflit général, mais quand même et faire en sorte que le gouvernement ne balaye pas d'un revers de main les millions de Français qui ont une vision différente. Vous le craignez? Je vois vous avez vu les articles où il était dit que c'était des excités qui s'étaient mobilisés en province. Enfin, l'air de dire que tous ceux qui ont émis un avis différent étaient des... Enfin, on a l'habitude. Toujours la plutôt sur la question de la PMA que de la GPA. Enfin, c'est toujours oui, pareil, mais une fois que vous aurez la PMA, vous aurez la GPA. Ne vous trompez pas, parce qu'on ne dira faut l'égalité. Donc, on est parti sur une voie très pentue et très dangereuse, parce que derrière, il y a des intérêts financiers considérables. C'est exactement la même chose que la légalisation du cannabis. Vous vous apercevez qu'il y a une industrie qui veut légaliser le cannabis, alors que les effets sur la santé sont quand même dangereux. Parce que derrière, il y a beaucoup d'argent. Et derrière de pseudo-tolérance, il y a certains intérêts financiers. Eh bien, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Nicolas Dupont-Aignan, d'avoir été notre invité. La semaine prochaine, notre invité sera Nathalie Loiseau, ministre des Affaires européennes. Vous pouvez, d'ici là, nous retrouver notre émission sur les sites de KTO, de La Croix, de Radio Notre-Dame et de RCF. Merci, à bientôt.